America is back. Nous sommes deux vieilles nations dans le monde. Le Royaume-Uni et la France. لن يتحقق لكم سلام بالعدوان وإن هذه الدماء بالدم تكون لعنة عليكم نفديك يا أقصى. إن المعركة ليست معركة فرد وليست معركة جيش وإنما هي معركة شعب ومعركة أمة بأسرها. بيوتكم في انتظاركم، مساجدكم في انتظاركم، كنائسكم في انتظاركم، وهم لكم ولأولادكم. Vous écoutez l'Histoire en marche, un programme réalisé par Jalil Akhdar, coordonné par Sami Haheli, Marim Abdou pour vous accompagner au micro. 38 000 tonnes d'explosifs, plusieurs dizaines de milliers de civils tués, des familles entières déplacées, des orphelins par centaines, des nourrissons à l'agonie. C'est à quoi est parvenue cette pleutre armée d'occupation. تم تحويل هذا الطفل بواسطة سيارة الإسعاف إلى أقسام الحضانة في مجمع الشفاء الطبي بوضع صحي حرج. كان لديه كسر في الجمجمة وتلف كامل في العين اليمنى وهو الآن متواجد في أقسام الحضانة واتضح لدينا أن جميع أسرته تم استشهادهم ولا يبقى له أحد حتى يرعاه ونحن نقوم برعاية هذا الطفل داخل هذه الأقسام. Pour arriver à un tel résultat, des dizaines de buts d'artillerie de 155 mm initialement destinés à l'Ukraine ont été envoyés à l'entité d'occupation. Objectif, neutraliser une résistance née d'une injuste et impitoyable occupation. Les populations manifestent leur colère, affichent leur désapprobation et disent non à l'alignement aveugle de leur politique. Biden, Ursula von der Leyen, Macron ont tour à tour appuyé et affiché leur alignement. Chers amis, je voulais être ici aujourd'hui pour une simple raison, pour le peuple d'Israël, pour que tout le monde sache ce qu'il en est, où se situe, où se place les États-Unis. De notre côté, nous faisons en sorte que vous avez ce dont vous avez besoin et nous allons y veiller. Merci de m'accueillir. Je vous apporte aujourd'hui l'émotion et la solidarité des Français. Voulons vous dire une chose simple, vous n'êtes pas seul. Nous sommes ici pour vous dire que nous sommes à vos côtés et que vous avez toute notre solidarité. Les dirigeants, où qu'ils soient et d'où qu'ils viennent, qui n'ont pas agi ou qui ont refusé de le faire par crainte ou par allégeance, qui ont refusé de s'exprimer pour arrêter le massacre en cours, ne méritent pas de représenter leur nation, ne méritent pas l'engagement de leur peuple. Avec nous en ligne, Monsieur Younous Omarjee, merci d'accepter notre invitation. Vous êtes eurodéputé. Monsieur Younous Omarjee, en dépit de la situation chaotique que connaissent les Palestiniens, chefs d'État et de gouvernement, hommes et femmes politiques en Europe, ont reculé plus d'une fois, refusant d'appeler à un cessez-le-feu. C'est ce que j'ai dénoncé au Parlement européen et je pense que nous sommes dans un moment de vérité où les masques tombent les uns après les autres. Les masques de ceux qui se disent attachés aux droits humains mais qui pour autant sont dans un double standard et qui manifestement sont indifférents, voire même se solidarisent de l'épuration ethnique en cours à Gaza. Et cela pose un problème aujourd'hui sur la crédibilité de certains discours en Europe, des chefs de gouvernement. Quand je dis en Europe, il ne faut pas confondre avec les peuples, parce que dans le même temps, les mobilisations des peuples européens devant le sort réservé aux Palestiniens, ces manifestations sont puissantes et sauvent l'honneur des pays européens. Donc toutes celles et tous ceux qui prennent part aux marches aujourd'hui à Londres, à Paris, à Dublin, sauvent l'honneur des gouvernements. Vous vous interrogez, Monsieur Younous Omarjee, vous interrogez la guerre contre le Hamas, disent-ils. Cette guerre est bien une guerre menée contre tout un peuple palestinien. Oui, ce n'est pas une guerre contre le Hamas, comme ils disent. Il ne faut pas être piégé par les mots. C'est une guerre coloniale menée
par une armée d'occupation contre le peuple palestinien. Et nous avons toujours dit qu'il était très dangereux d'accorder à Israël un droit à se défendre quand Israël lui-même est en situation de violation du droit international, non pas depuis le 8 octobre, mais depuis des décennies, et que Israël est une puissance coloniale. Donc, ne serait-ce qu'en termes de droit, il n'est pas possible d'accepter ces discours de droit à se défendre et d'être piégé par une propagande qui veut limiter cette guerre à une guerre contre le Hamas à Gaza, parce qu'on voit bien qu'il y a également des offensives de l'armée israélienne en Cisjordanie occupée. Absolument. Où ne se trouve pas le Hamas de manière majoritaire. En laissant périr Gaza, c'est toute la civilisation qui périt avec. Ces propos sont les vôtres, monsieur Younes Omarjee. Écoutons-les ensemble. Il est des moments rares dans une vie où les événements du monde nous donnent rendez-vous avec ce que nous sommes. Dans la fidélité à ses valeurs, l'Europe était attendue pour la condamnation ferme de tous les crimes de guerre. Elle était attendue, elle ne l'est plus. Rusant avec ses principes, elle s'est tue. Par ses silences complices, par ses discours alambiqués, par son refus d'appeler à un cessez-le-feu, l'Europe a dévoilé au monde entier sa duplicité et son indifférence devant le massacre de milliers de femmes et d'enfants assassinés. Par son attitude, elle a ravivé la mémoire douloureuse des peuples du Sud qui comprennent que l'Europe continue à se solidariser avec les aventures coloniales et meurtrières. En laissant périr Gaza, c'est la civilisation qui périt avec. La fin d'une illusion qui laissera des traces et annonce une fracture pérenne entre le Sud et l'Occident. Merci beaucoup. Une fracture pérenne entre le Sud et l'Occident, silence complice, duplicité, ce sont des propos qui tranchent avec des discours politiques que l'on retrouve de façon récurrente aujourd'hui. Il s'agit d'une question de principe, il s'agit d'une question d'humanité qui peut vraiment accepter qu'en 2023, on puisse voir se dérouler sous nos yeux un crime contre l'humanité et être à ce point impuissant. Nous avons la responsabilité de dire les choses et nous faisons bien de le faire, puisque vous avez noté que le président de la République, Emmanuel Macron, sans doute aussi à l'écoute de ce qui se passe en France et de ce qui se passe dans les peuples européens, à l'écoute de ce qui se passe dans le monde, a lui aussi appelé Benyamin Netanyahou à un cessez-le-feu et à considérer que les attaques contre les populations civiles devaient cesser. On va dire qu'il a un peu reculé, monsieur Omarjee. Le président Macron a reculé par rapport à sa position initiale. Je dirais qu'il a avancé, mais il a attendu 10 000 morts. Et personne n'oubliera, toutes celles et tous ceux, la présidente de la Commission européenne, von der Leyen, dans le même paquet, toutes celles et tous ceux qui, dès le premier jour, ont d'une certaine manière, par leur silence complice, incité Israël à s'engager dans cette opération tout à fait meurtrière. Je pense que l'Europe, aujourd'hui, est indéfendable par les positions qu'elle a prises. Monsieur Omarjee, vous êtes juriste. Le crime contre l'humanité en cours à Gaza, ordonné par Netanyahou, n'est stoppé par aucun texte, aucune loi, aucune instance. Aujourd'hui, les alliés de Netanyahou l'exhortent à arrêter de tuer des civils. Qui, un jour, sera tenu pour responsable? Regardez, en Irak, 1 million de morts selon les estimations les plus probables, et ce crime contre l'humanité reste à ce jour impuni. Oui. Et les États-Unis n'ont pas adopté tous les textes concernant la Cour pénale internationale. Donc, selon que vous êtes européen ou occidental, ou selon que vous êtes africain ou venant des peuples du Sud, vous êtes soumis à la justice internationale. Eh bien, c'est cet ordre du monde absolument inégalitaire qui continue d'éclater aux yeux de tous et qui oblige à repenser aujourd'hui le monde sur de nouvelles bases plus justes. Je pense qu'il ne faut pas se faire trop d'illusions. Il y a des coalitions très fortes au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais même au-delà, pour laisser certaines puissances européennes, Israël, les États-Unis, à l'abri de sanctions internationales lorsqu'elles contreviennent au droit international.
et elles ne manquent pas de le faire, et elles le font partout. Monsieur Younous Omarjee, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir accordé de votre temps. Merci monsieur, merci. Merci, au revoir. Au revoir. Younous Omarjee est eurodéputé depuis 2019. Il est président de la Commission du développement régional. En mai 2018, il recevait le prix du meilleur député européen. La moitié des 36 hôpitaux de Gaza régulièrement bombardés depuis le 7 octobre ne fonctionnent plus du tout selon l'Organisation mondiale de la santé. Médecins, patients et Gazaouis réfugiés ne peuvent même plus en sortir. Depuis plusieurs heures, l'hôpital Shifa à Razaville, le plus grand de l'enclave palestinienne, est ciblé par des frappes incessantes de l'armée d'occupation. Dénonçant des images insupportables, les associations humanitaires lancent un appel d'urgence au cessez-le-feu. La situation catastrophique dans le complexe médical d'Al-Shifa s'aggrave et toute personne se déplaçant dans l'enceinte de l'hôpital est prise pour cible, ce qui rend impossible l'entrée ou la sortie. Il n'y a pas de passage sécurisé, ni du côté ouest, ni du côté est de l'hôpital d'Al-Shifa. Al-Shifa a été visé toute la nuit par d'intenses tirs d'artillerie, comme d'autres hôpitaux de la ville de Reza, a déclaré son directeur Mohamed Abou Selmiya. Avec nous en ligne à partir de Reza justement, Saïd Mohamed Abou Selmiya, شكرا لحضوركم معنا. سيدي، طلب وقف إطلاق النار لم يجد أي أذن صاغية. نحن نطالب كل العالم. Nous demandons au monde entier de nous évacuer de l'hôpital Shifa qui n'est plus en mesure de dispenser des soins. Nous voulons que nos malades bénéficient de soins pour qu'ils puissent vivre. Nous ne voulons pas les voir mourir et donc nous demandons que les blessés, les malades, les réfugiés, le personnel médical soient évacués vers des lieux où ils peuvent être soignés. L'hôpital est totalement cerné par des chars. Personne ne peut sortir. Les patients meurent les uns après les autres, du fait de l'absence d'eau, d'électricité et d'oxygène, de tout. L'hôpital est devenu une fosse commune. Il ne reste plus que les murs, sans aucun service médical. Des martyrs par centaines, entassés dans le service des urgences. Nous ne pouvons même pas les sortir pour les enterrer. Décédés par manque d'oxygène et d'électricité. Tout est à l'arrêt, rien n'est disponible. Nous interpellons le monde entier pour venir en aide aux patients et aux réfugiés, pour les évacuer vers d'autres hôpitaux de manière sûre, pour pouvoir les soigner. Ces crimes commis n'ont été commis à aucun autre moment, ni pendant l'Holocauste, ni par les nazis, ni en Bosnie, ni durant la récente guerre entre l'Ukraine et la Russie qui dure depuis plus d'1 an et demi. التي لها تقريبا سنة ونص أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى والحرب على المستشفيات بهذه الطريقة هذا إجرام وهذه يعني يجب الاحتلال أن يحاكم عليه أمام المجتمع الدولي. Cette guerre et ces bombardements d'hôpitaux sont des crimes de guerre. L'occupation doit répondre devant la justice internationale de ces actes parce que le pilonnage de l'hôpital Ahli n'a pas pour l'occupation eu de conséquences. Ceci l'a conduit à cibler d'autres structures hospitalières. La situation est grave, une situation qui continuera à représenter une tache noire pour le monde entier. L'histoire ne pardonnera pas. سيد أبو سلمية شكرا لحضوركم معنا سيدي شكرا كنت معنا من غزة شكرا. Mohamed Abou Selmiya est directeur de l'hôpital Shifa et il était avec nous à partir de Gaza. Pendant tout le mois d'octobre, des frappes de l'armée d'occupation ont ciblé le quartier Shifa. Le 3 novembre 2023, un massacre a eu lieu à l'entrée de l'hôpital. L'entrée principale du centre hospitalier, situé à l'ouest de la ville, a été directement pris pour cible par une série de bombardements, faisant des dizaines de pertes civiles et au moins autant de blessés. Dans la zone bombardée se trouvaient des centaines de personnes réfugiées.
Aujourd'hui, l'armée d'occupation a pris d'assaut l'hôpital. Précédemment, ses porte-paroles indiquaient que dans les sous-sols de l'hôpital, les brigades Azzedine el-Qassam prenaient refuge. Une théorie rejetée totalement par le chirurgien urgentiste Mats Gilbert. I'm a medical doctor, I'm a civilian. Je suis médecin, je suis un civil, je me suis déplacé partout à l'intérieur de l'hôpital Shifa pendant 16 ans, partout dans l'hôpital. J'ai pris des photos, j'ai enregistré des vidéos, j'ai parlé aux patients et au personnel médical. J'ai même dormi à l'intérieur de l'hôpital Shifa et je n'ai jamais vu aucune base militaire à l'intérieur. Je pense que si les militaires israéliens sont si sûrs au sujet de l'existence de ce poste de commandement militaire dont ils parlent, où sont les preuves, les photos de l'existence de ce poste de commandement à l'intérieur de l'hôpital? Les services de renseignement israéliens sont très sophistiqués. Ils sont en mesure d'avoir une cartographie de ces tunnels, des tunnels de la résistance. Pourquoi sont-ils dans ces conditions incapables de donner une quelconque preuve? Ce sont des mensonges de guerre. Israël ment de façon chronique. N'importe quelle personne normale avec un cœur ne peut attaquer un hôpital. Israël a un long passif à ce sujet, au sujet d'attaques d'hôpitaux et de personnel médical, services de premiers soins d'urgence. Ils l'ont fait pendant que j'étais à Reza en 2006. Dans une telle situation, toute personne sensée, en général, avec un cœur, appellera à un cessez-le-feu pour permettre aux blessés d'être pris en charge. Mais que fait Israël? Il augmente les attaques. Plus de blessés, augmente le siège des hôpitaux et étrangle la population. Si vous ne succombez pas suite au bombardement, ils vous affameront et vous saigneront jusqu'à la mort. Ce ne sont pas des crimes de guerre, mais des crimes contre l'humanité. So to me, this is, it's not only war crimes. This is crimes against humanity. Couper l'eau et l'électricité, assiéger une ville, une population, massacrer des civils par centaines, par milliers, est un comportement inscrit dans l'ADN de cette entité. Il s'agit, et il faut le rappeler, de la deuxième et de la troisième génération de l'organisation terroriste sioniste Irgun. Ceux qui ont créé et gouverné ce qui est aujourd'hui qualifié d'Israël sont issus de l'Irgun. Nous sommes ici à Beyrouth et ce que nous avons vu est absolument atroce. Ça n'a rien à voir avec la guerre. Ce que vous allez voir est absolument épouvantable. Il n'y a aucune explication politique, il n'y a aucune explication humaine possible. Ce n'est que le fruit de la haine. Torturer, faire souffrir et tuer relève de leur pratique. Schématisons cela. En 1982, les forces d'occupation de l'entité assiègent Beyrouth pendant 88 jours, tuant environ 18 000 personnes. À l'époque, pas une goutte d'eau, ni un morceau de pain n'était admis à Beyrouth. Avec nous en ligne, Monsieur Eli Jamani, merci d'être avec nous et d'accepter de témoigner pour nous. Vous êtes observateur politique. Monsieur Eli Jamani, en 1982, vous étiez à Beyrouth. Oui, c'est vrai. C'était une période où j'avais couvert l'invasion israélienne au Liban et comment Ariel Sharon, qui avait déclaré une opération de la paix pour la Galilée, qui a poussé ses chars armés jusqu'à Beyrouth et il a occupé une grande partie du Liban. Il a isolé Beyrouth et il a empêché l'entrée, la sortie, il a coupé l'eau, l'électricité, comme d'ailleurs il fait avec Gaza aujourd'hui. Et l'objectif, c'était de combattre l'organisation palestinienne de libération, mais Israël, ses forces ont resté au Liban pendant 18 ans. Certains généraux de l'armée sioniste, dites-vous, affirment que la violence et la terreur sont l'épine dorsale du plan visant à faire respecter le plan sioniste.
Oui, c'est vrai, parce que le plan sioniste consiste d'éliminer tous les habitants d'origine que sont les Philistiniens. Ce sont les habitants de la terre de Canaan et ce sont les habitants originaux. Pour cela, il faut faire taire n'importe quelle voix qui demande la récupération du terrain palestinien aux propriétaires qui ont vécu depuis 3500 ans avant Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils étaient là-bas avant même la naissance d'Abraham ou bien de Mosée. Et c'est pour cela que c'est important pour les zionistes comme Vladimir Jabotinsky, comme Ben Gurion, Menachem Begin et Joseph Tumbledore, de éliminer n'importe quelle voix qui demande de rester sur cette terre, sur la terre de Philistine, par les Palestiniens, en utilisant la violence, le terreur, pour donner une leçon aux autres qui vont rester et les terroriser. C'est vraiment le système et la méthode des terroristes qui a été adoptée par les zionistes depuis leur existence. Donc ce qui se produit aujourd'hui à Gaza est bien édicté dans leur plan. Ah oui, on ne peut pas attendre moins que ça. Pour eux, tuer les enfants, c'est normal. Tuer les femmes, c'est aussi normal. Détruire les hôpitaux, ils ont un appui illimité des États-Unis. Maintenant, ils ont aussi la Grande-Bretagne et l'Allemagne. Et pour cela, il y a les États-Unis qui les couvrent aux Nations Unies et ils peuvent commettre des crimes de guerre sans être jamais jugés, parce que les Américains ne vont pas laisser leurs alliés israéliens porter devant un tribunal. Et c'est pour cela qu'ils se permettent de tout faire. Je vais revenir au début de notre entretien, quand vous étiez à Beyrouth. Vous rappelez que l'un des officiers vous a demandé de vider la bouteille d'eau que vous aviez et de jeter le sandwich que vous aviez également. C'est croire que le scénario que vous racontez aujourd'hui, que vous aviez vécu en 1982, se reproduit aujourd'hui à Gaza. Le même scénario, à quelques différences près. Alors, en 1982, quand moi je sortais pendant le week-end, le vendredi soir, et je revenais le dimanche en dehors de Beyrouth pour ne pas entendre 7 jours sur 7 le bombardement et d'avoir un petit break. Et alors, en revenant, j'ai vu qu'il y a des chars armés qui entouraient Beyrouth et avec les Israéliens qui empêchaient à n'importe quelle personne d'entrer dans la ville. Et moi, en tant que journaliste, j'ai insisté pour entrer, mais j'avais une petite bouteille d'eau et un sandwich. Et alors, l'officier israélien m'a obligé il a vidé la bouteille complètement. Il a pris le sandwich et il m'a indiqué une petite rue pour traverser, pour entrer à Beyrouth. Et moi, j'ai vu beaucoup de cadavres. Et alors, je me suis rendu compte, en marchant en zigzag, inconsciemment, on m'a dit, une fois que j'étais de l'autre côté, que c'était un champ miné. Cet officier israélien voulait ou espérait de me voir tuer parce que j'ai insisté à rentrer. Et maintenant, on voit qu'à Gaza, les Israéliens ont dit qu'il y a un couloir humanitaire qui n'a rien à faire avec l'humanitaire parce que, premièrement, c'est une force d'occupation. Deuxièmement, ils sont en train d'éliminer toute la présence des Palestiniens au nord. Troisièmement, ils bombardent la zone sud où ils demandent aux Palestiniens dans le nord de se transférer au sud, qui est toujours bombardé. Les deux parties sont sans eau, sans électricité, sans médicaments, sans accès à n'importe quel besoin humanitaire. Et c'est pour cela ce qu'ils sont en train de faire. C'est exactement ce qu'ils ont fait en 1982. Ils ont le même comportement inhumain qu'ils ont fait déjà en 1948. Ils l'ont fait de nouveau en 1982 au Liban et ils le font à Gaza depuis toujours, mais surtout maintenant en 2023, depuis le 7 octobre. Monsieur Elijah Magnier, merci infiniment d'avoir été avec nous et de nous avoir amené tous ces éléments d'information. Merci beaucoup, monsieur. Merci à vous.
Elie Jamani est correspondant de guerre, analyste politique avec une expérience de plus de 35 ans de couverture au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. ايش ما تعمل المقاومه احنا معها، احنا مع القسام، احنا مع السرايا، احنا مع كل فصيل فلسطيني بناضل من اجل وطنه، حسبي الله ونعم الوكيل، اكثر من كده لا. Un site de l'entité d'occupation révèle que le Hamas exige que 7000 camions chargés d'aide et de carburant soient amenés dans la bande de Reza avant de libérer certains détenus. Le mouvement a exprimé sa volonté de libérer des détenus civils vivants et ceux de nationalité étrangère en échange de la libération de 140 Palestiniens détenus dans les geôles d'occupation. Le Hamas exige également une prolongation du cessez-le-feu pour une période plus longue. Si l'accord sur les prisonniers se concrétise, cela se fera progressivement et en plusieurs tranches, indiquent ces sources. Le but est la libération de tous les civils, en particulier les civils étrangers. Nous avons besoin d'une période de calme pour laisser les médiateurs travailler au meilleur de leurs capacités. Avec nous en ligne, Monsieur Atili, شكرا لحضوركم معنا سيدي. كنت نائب وزير الخارجية السيد عطيلي. ما هي خلفيات هذه المحادثات التي تجرى في مصر؟ Israël insiste pour attribuer aux prisonniers le qualificatif de kidnappé. La notion de kidnappé est absolument différente. Le prisonnier a un statut juridique dans le droit international humanitaire. En revanche, le kidnapping est un crime. Israël qualifie les prisonniers détenus par le Hamas de kidnappés. Elle qualifie le prisonnier palestinien de détenu. Le détenu israélien est un colonisateur criminel qui spolie des terres. Le détenu palestinien, en revanche, est un résistant. La résistance est un droit légitimé par le droit international. C'est pour cela qu'Israël insiste pour qu'il n'y ait pas d'échange. Son but est d'amener une victoire interne à Netanyahou à travers la libération des prisonniers détenus par le Hamas seulement. En revanche, l'Égypte et le Qatar insistent sur l'échange. ماذا يعني التبادل لحماس؟ التبادل يعتبر انتصار كبير لحماس لأنه نهاية المطاف تسليم الأسرى لليهود يعتبر انتصارا لنتنياهو ولجيشه. L'échange constitue une grande victoire pour le Hamas, car au final, remettre les prisonniers aux Israéliens constitue une victoire à Netanyahou et à son armée. En même temps, il y a des raisons politiques. Le Mossad veut assurer une victoire à Netanyahou à travers la libération des prisonniers, sans condition. Netanyahou يقول للداخل الإسرائيلي أنه يدمر غزة. Netanyahou, dans son discours à consommation interne, dit qu'il va détruire Reza et anéantir sa population pour libérer ses otages. S'il n'y arrive pas ainsi, ce sera à travers des négociations. Les médiateurs comprennent bien cela. Hamas insiste sur l'échange et rien d'autre. سيد عبد الله الأشعل، هذه المفاوضات يحضرها الموساد وحماس وكذلك المخابرات الأمريكية. ما هو دور الجانب الأمريكي في كذا محادثات؟ في مصر جه وفد من حماس وفد من الموساد الإسرائيلي عشان Il y a une délégation du Hamas et une délégation du Mossad pour assister aux négociations au Caire. Mais jusqu'à présent, Biden insiste et appuie son soutien à Israël. Car, et comme je l'ai déjà expliqué, l'échange signifie une victoire pour le Hamas. À l'inverse, la libération des détenus est une victoire pour Netanyahou et son armée. D'où la difficulté. Les médiateurs égyptiens et qataris tentent d'arriver à une solution intermédiaire.
Israël refuse de longues trêves pour continuer à exercer des pressions sur le Hamas et la population de Gaza. شكرا جزيلا لحضوركم معنا سيدي. شكرا. شكرا. Abdallah Al-Ash'al a été assistant du ministre des Affaires étrangères d'Égypte et il était avec nous à partir du Caire. احنا شعب اصحاب ارض واصحاب حق وسنناضل وسيبقى شعبنا يقاتل حتى استرداد وطنه مهما قتلوا مهما دمروا مهما سفكوا دماء مهما ارتكبوا من مجازر فشعبنا صامد على أرضه سنبني خيمة ونبقى مغروسين على هذه الأرض أرض آبائنا وأجدادنا ومهما يكن فالاحتلال زائل إلى زوال هذا احتلال عابر على التاريخ عابر على الجغرافيا نحن أصحاب الأرض وسنعيد بناؤها وسنعيد تحريرها ندفع الغالي والنفيس من شهداء سندفع أولادنا وبيوتنا ودماؤنا وأجسادنا في سبيل تحرير أرضنا أرض فلسطين أرض العزة وأرض الشموخ. Dans un entretien exclusif que vient de nous accorder le porte-parole du ministre des Affaires étrangères du Qatar, il est question de la libération des prisonniers palestiniens, des négociations menées au Caire et de la médiation qatari. دكتور ماجد بن محمد الأنصاري، لقطر دور وسيط في القاهرة في محادثة القاهرة فيما يخص الوضع في غزة، ما هي حصيلة هذه المفاوضات اليوم؟ طبعا دولة قطر قامت منذ بداية هذه الأزمة بدورها المعتاد كوسيط لخفض التصعيد بين حماس والاحتلال الإسرائيلي. هذا الدور قامت به قطر تكرارا. Dès le début, le Qatar a joué son rôle habituel en qualité de médiateur pour freiner l'escalade entre le Hamas et l'occupation israélienne. Un rôle constant depuis 2006 à travers le bureau politique du Hamas à Doha et les différents canaux engagés pour rétablir la sécurité à Gaza. Ces contacts sont directs à travers une médiation pour libérer les otages en contrepartie d'une trêve humanitaire à Gaza. Sans nul doute, les complications sur le terrain, surtout face à la recrudescence des attaques contre des sites civils, des hôpitaux et les civils de manière générale, ont compliqué ces négociations. Aussi, l'intransigeance de l'occupation concernant les heures ou les jours de trêve afin de réussir cette médiation, nous la rencontrons. Une médiation qui ne s'arrêtera pas tant qu'il y a une chance d'aboutir à la paix. طالما هناك فرصة لتحقيق السلام من خلالها. تستضيف قطر القيادة السياسية فعلا لحركة حماس التي لها منذ أكثر من عقد مكتب في العاصمة دوحة. يعد بنيامين نتنياهو بمواصلة هذه الحرب حتى يتم على حد قوله تدمير حماس. حماس تطالب بهدنة. ما هي شروط الجانبين؟ مع الأسف لا يمكنني الدخول في كثير من التفاصيل فيما يتعلق Je ne peux hélas pas donner beaucoup de détails au sujet des exigences des parties en ce qui concerne la médiation, compte tenu de la sensibilité de ce rôle et notre volonté de réussir cette médiation. Mais il est important de mettre l'accent à travers l'équipe désignée par le ministère des Affaires étrangères du Qatar. Nous recevons les points de vue des deux parties que l'on échange avec les autres acteurs et à leur tête les États-Unis afin d'assurer un consensus. Actuellement, les négociations sont axées sur le nombre d'otages en mesure d'être libérés, les informations sur leur état de santé en contrepartie de la durée de la trêve humanitaire et la quantité des aides qui peuvent accéder à l'enclave, la quantité de fioul et la possibilité d'obtenir d'autres trêves dans l'avenir. Je rappelle à nos auditeurs que le docteur Majed Ben Mohammed Al-Ansari est conseiller du vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et porte-parole du ministre des Affaires étrangères du Qatar. Docteur Majed Ben Mohammed Al-Ansari, إسرائيل تسمي الأسرى عند حماس مختطفين وتسمي الأسير الفلسطيني محتقل. على هذا الأساس الكيان يرفض أي تبادل. في أي عملية وساطة بلا شك أن هناك مرحلة تكون فيها طلبات مرفوضة إذا صح التعبير من الجانبين ويكون هناك لدينا صعوبة جدا في الوصول إلى
Dans n'importe quelle médiation, il y a des demandes rejetées, pour ainsi dire, des deux côtés, avec des difficultés à aboutir à des consensus. Mais je pense que les discussions qui ont eu lieu les semaines écoulées ont mis les points sur les i. Les complications sur le terrain constituent sans nul doute une pomme de discorde pour arriver à un accord. Le degré de destruction des infrastructures de base, le nombre de martyrs ont un impact quotidien sur l'avancement des négociations. L'échange de prisonniers a été discuté. Même le chef du gouvernement de l'occupation, Netanyahou, a rappelé que c'est à l'étude dans des échanges politiques. Toutes ces cartes se discutent dans le cadre d'une trêve humanitaire. في سياق تحقيق الهدنة الإنسانية. هدنة طويلة المدى اقترحت من طرف حماس، هل توصلتم إلى أي شيء في هذا المجال؟ نحن مستمرون في جهود الوساطة بين الطرفين، ولكن التعقيدات على الأرض هي تعيدنا إلى المربع الأول. Nous poursuivons nos efforts de médiation entre les deux parties, mais les complications nous renvoient au point de départ. Mais nous continuons à espérer. Nous envisageons un accord et espérons arriver à un accord quand le terrain le permettra. Le drame actuel dépasse tout ce que l'on a précédemment connu ou vu. Il s'agit de plus de 11 000 martyrs et une totale destruction. La situation humanitaire est réduite à néant, notamment dans le nord de Reza. Une situation qui rend la médiation plus urgente. La médiation n'est pas facile dans de telles conditions. En l'absence totale de confiance entre les parties, il n'y a aucun apaisement permettant de conduire des négociations saines. La responsabilité est de ce fait plus grande et nous prenons ce rôle de médiateur très au sérieux, conduit par une équipe de haut niveau du ministère des Affaires étrangères qatari. Une équipe qui travaille sans cesse afin que les canaux de négociation ne soient pas rompus et que l'espoir subsiste au bout du tunnel. لا تنقطع خطوط الاتصال وأن يبقى هناك بصيص أمل في نهاية النفق. دكتور ماجد بن محمد الأنصاري، قامت قوات الاحتلال باستهداف مقر اللجنة القطرية لإعادة بناء بغزة. نددت دوحة بهذه الغارة التي هي تستهدف المدنيين، ولكن يبدو بأنها تستهدف كذلك رفض إعادة بناء غزة. كيف يكون ردكم على هذا؟ أطرح سؤال وأنا أدرك بأن لا تقيم قطر علاقات دبلوماسية رسمية مع إسرائيل. Nous avons publié un communiqué au ton ferme pour condamner ce crime injustifiable visant le siège du comité qatari pour la reconstruction de Reza. Comme nous l'avions indiqué, cette attaque porte un message clair. Ce siège constitue une lueur d'espoir pour la population de Reza, pour un avenir meilleur. Ce projet était une lueur d'espoir, car ce comité reconstruisait ce que l'appareil de guerre démolissait. Cette attaque est un message de refus de la paix, refus de voir les Palestiniens vivre dignement dans leur pays. À cet effet, nous avons indiqué clairement que la communauté internationale devait condamner cette attaque d'une seule voix. Nous remercions l'Algérie qui a condamné cette attaque terroriste. شركائنا الذين أداؤوا هذا العمل وعلى رأسهم الأشقاء في الجزائر الذين أصدروا للتو بيانا يدين هذا العمل الإرهابي الذي قامت به قوات. De notre côté, nous nous engageons à poursuivre notre rôle humanitaire à Reza, à soutenir les frères palestiniens. Ces actes lâches ne réussiront pas à nous dissuader. شكرا جزيلا لكم سيد ماجد بن محمد الأنصاري لحضوركم معنا سيدي. شكرا. شكرا لاستضافتكم. Majed Ben Mohamed Al-Ansari est conseiller du vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères du Qatar, porte-parole du ministre des Affaires étrangères du Qatar. Et il était avec nous à partir de Doha. عارفين هذا العدو ما بيعرف غير القتل والغدر فقط، بميزش بين أي حدا لو صغير لو كبير. يعني المهم يقتل، يفكروا إنه خلص إحنا حنترك أرضنا
وحنكره أرضنا وحنعطيهم إياها وخلص حنستسلم. لكن إحنا على الفاضي، كل ما هم بيعملوا زي هيك بتزيد عزيمتنا وبتزيد قوتنا، وبإذن الله النصر قريب إن شاء الله وحننتصر عليهم. وهذا الكلام طبعا مش بعيد. ويسألونك متى هو، قل عسى أن يكون قريبا. Cette émission arrive à son terme. L'Histoire en marche a été réalisée par Jalil Akhdar, coordonnée par Sami Hahali. Mariam Abdou vous a accompagné au micro. J'aurai le plaisir de vous retrouver dimanche à partir de 18h30 pour une émission spéciale consacrée à la Palestine occupée. Merci de votre fidélité. À très bientôt, Inch'Allah.